live confiné. Aujourd'hui avec Stéphane Séjourné, qui est député européen, qui est aussi le président de la délégation française, de la délégation Renaissance au sein du groupe Renew. Bonjour à toi Stéphane, merci d'être Bonjour. avec Bah, merci à Merci toi. de prendre du temps voilà, pour parler Europe. Évidemment, dans cette crise sanitaire, un sujet extrêmement important qui est au cœur des engagements de la République en marche. Et je suis content qu'on puisse prendre ensemble un petit peu de temps pour décrypter les enjeux européens. Beaucoup de choses ont été dites sur l'action de l'Europe ces dernières semaines, sur l'action aussi à venir. Beaucoup d'idées fausses aussi s'installent parfois dans le débat, selon lesquelles l'Europe ne ferait rien ou n'aurait pas du tout été à la hauteur. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes que ça et c'est bien qu'on puisse prendre le temps avec toi de décrypter un petit peu les enjeux. Il y a quelques mois, il y a bientôt un an, tu dirigeais la campagne européenne pour Renew, pour Renaissance en France. Et on voyait déjà que l'Europe était au milieu, à la croisée des chemins d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et dans cette crise sanitaire, on voit que l'histoire est complètement en marche de ce point de vue-là. Le président de la République l'a rappelé, c'est le moment où on doit décider si l'Union européenne c'est un véritable projet politique ou tout simplement un marché. Et donc, on va discuter de tout ça. Peut-être, Stéphane, je propose qu'on discute peut-être d'abord de ce qui s'est passé ces dernières semaines, qu'on essaie de le décrypter un petit peu ensemble, et ensuite qu'on se projette un petit peu ensemble pour la suite. Peut-être pour commencer, une question assez concrète. En tant que député européen, est-ce que tu peux nous dire comment les choses se passent pour vous, puisque les règles ne sont pas les mêmes en Belgique et en France, pour notamment la partie Bruxelles du Parlement. Quand est-ce que tu travailles au Parlement? Quand est-ce que tu travailles à distance? Comment ça se passe pour toi actuellement? Bon, bah, d'abord, merci beaucoup en tout cas de ce live. C'est toujours un plaisir de parler de sujets européens. C'est des sujets qui vont nous animer pendant beaucoup de temps, puisque là, tu parlais effectivement des grands plans de sauvetage de l'économie, mais il y aura aussi un grand plan de relance et on évoquera le sujet. Alors, pour être très concret et pour répondre à ta question, on a 23 députés français. Nos 23 députés français sont évidemment, bah, comme tous les Français, confinés et donc travaillent à distance avec Bruxelles et le Parlement européen. On a toujours des plénières, on a toujours, comme l'Assemblée nationale et le Sénat, les parlementaires se réunissent. On se réunissent par délégation. Donc j'ai eu la chance la semaine dernière de représenter mon groupe politique, et pas que là d'ailleurs la délégation Renaissance, la délégation française, mais aussi l'ensemble des parlementaires de mon groupe toutes nationalités confondues, pendant une semaine à Bruxelles, mais néanmoins, nos parlementaires qui sont confinés et qui restent à domicile, qu'ils soient d'ailleurs à Madrid, à Paris, à Bruxelles ou à Berlin, eux peuvent voter. Ils votent par correspondance, on envoie une liste de vote, une liste d'amendements et on a une organisation qui s'est créée autour des votes à distance et donc le fonctionnement démocratique de l'Europe continue. C'est là où on voit peut-être que le Parlement européen a pour le coup un temps d'avance sur notre Parlement national J'ai cru en comprendre matière que c'était pas la même chose. de numérisation. Voilà, c'est important aussi qu'on puisse parler de sujets assez concrets comme ça parce qu'au fond, c'est au cœur des questions aussi de démocratie. Il faut que la démocratie puisse continuer à vivre dans la période. Alors, on parlait de la période des semaines qui viennent de s'écouler. On entend souvent dans les médias que l'Europe n'est pas à la hauteur, elle est très attaquée. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même ces dernières semaines, notamment d'un point de vue sanitaire. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton regard de député européen depuis Bruxelles sur cette question-là? Bon, d'abord, il faut avouer qu'il y a eu un temps à l'allumage qui a été compliqué. Et ça, il faut quand même l'avouer. Il n'y a pas besoin de regarder trop loin. La Commission a un peu tardé à coordonner les plans de confinement, puisque chaque pays au niveau national a déterminé ses propres règles, a fermé les frontières. On a eu une forme de cacophonie au début, dont d'ailleurs la Commission a tout de suite pris acte. Alors, il y a trois étapes, j'ai envie de dire. Il y a le plan de sauvegarde de l'économie. D'ailleurs, tous les dispositifs aujourd'hui qu'ont mis les États membres en place, nous, on a un des plans de sauvegarde les plus élaborés, peut-être aussi les plus coûteux, mine de rien, mais les plus élaborés, les plus protecteurs d'Europe, avec une mesure de chômage partiel qui sont très importantes, des reports de charges, etc. Et là, l'Europe agit aussi pour essayer d'harmoniser Hmm. partout en Europe vers le mieux-disant, donc c'est-à-dire plutôt vers le système allemand et français, tous les plans de sauvegarde européens.
L'idée économiquement pour nous, c'est de garder à la fois le pouvoir d'achat des Européens et notre capacité industrielle pour éviter que les entreprises ne coulent et qu'on détruise nos entreprises pendant cette période. Et donc ça, la Notamment avec Commission une inspiration allemande, si je puis dire, de allemande, post-crise 2008 d'ailleurs. post-crise 2008, reprise clairement par le président en disant l'État payera quoi qu'il en coûte, reprise par les Allemands également. Et donc ce plan de sauvegarde de l'économie doit nous permettre partout en Europe de sauvegarder une forme d'homogénéité du marché commun pour que quand il y a la reprise qui arrive, on puisse avoir à peu près les mêmes stades de consommation et d'entraide économique qui sera nécessaire. Pour ça, la Commission a mis beaucoup d'argent sur la table et donc paye notamment tout ce qui est chômage partiel dans des États membres qui ne peuvent pas se le payer ou qui ont des difficultés, notamment à mettre en place des dispositifs sociaux. Donc c'est ce qu'on appelle le plan SURE, S-U-R-E, le plan de la Commission européenne, qui vient justement ajuster tout ça. Ça, c'est pour le plan de sauvegarde. Et c'est notamment ce qu'on disait des milliards et des milliards d'euros qui sont proposés aux États membres. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de repartir et de préserver aussi nos économies. Ça, c'est dans un premier temps. Puis il y aura le plan économique, le plan de relance économique, on va en parler. Et puis, entre-temps, le plan de déconfinement, où là, la Commission commence à donner des recommandations de déconfinement coordonné pour qu'on puisse réouvrir les frontières en interne de l'espace Schengen de manière homogène. Bien sûr, ce qui va être aussi un des gros sujets devant nous. Il y a peut-être eu aussi un tâtonnement au démarrage sur les mesures de coopération sanitaire. On voit que le président de la République française a joué un rôle important pour convoquer un conseil là, dans les premiers jours de la crise sanitaire. Est-ce que sur ce plan-là, pour toi, l'Europe a été à la hauteur? Il faut dire qu'on a eu beaucoup de coopération, mais on a eu une difficulté, c'est la compétence santé. Penser que la compétence santé n'était même pas une compétence d'État dans beaucoup d'États membres. En Espagne, en Italie, en Allemagne, le président du gouvernement, celui qui siège au Conseil européen avec le président de la République française, n'avait même pas les capacités lui-même d'imposer des politiques de santé dans son pays, puisque c'était les régions, notamment, dans beaucoup d'États membres, qui ont la politique entière de santé. Ça a créé énormément de difficultés d'ailleurs en Italie, où les systèmes informatiques n'étaient pas les mêmes de région à région. On n'a pas eu les mêmes, on a eu beaucoup de difficultés en Italie et en Espagne à transvaser les malades, comme on a pu faire nous très facilement en France avec un système centralisé. Et donc, il y a eu une difficulté là sur le plan sanitaire à coordonner les choses, parce qu'y compris même les présidents de région, des fois, étaient dans l'opposition des présidents de gouvernement, et donc peut-être des fois avec des jeux politiques qui jouent. Donc, il y a eu une difficulté à coordonner l'entraide sanitaire, mais elle est arrivée, et en réalité, tout ce qu'on a pu voir en transfrontalier entre l'Allemagne, la Belgique, pour nous, l'Italie et l'Espagne, qu'on a beaucoup aidé aussi. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, on a beaucoup plus aidé l'Italie et l'Espagne que la Chine a aidé l'Italie et l'Espagne. Alors évidemment, il y avait des caméras à l'arrivée des avions. Peut-être que d'ailleurs, c'est un enseignement qu'on tire. Exactement, c'est important de le dire et de profiter de cet espace-là pour communiquer aussi là-dessus. Donc ça, il faudra communiquer beaucoup plus. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'entraide entre nous. Il y a eu une volonté de coopération. Olivier Véran est en lien permanent avec ses homologues pour essayer justement d'harmoniser tous les dispositifs sanitaires qui fonctionnent chez nous ou qui fonctionneraient ailleurs pour pouvoir les calquer. On a beaucoup de benchmarks qui se fait entre ministres de la Santé sur ces sujets-là. Donc non, ça a fonctionné. Mais il y aura quand même beaucoup d'enseignements à tirer. Vous savez, on a énormément d'agences européennes sur la santé en Europe, avec beaucoup d'argent, mais très peu de pouvoir en réalité. Donc il faudra sûrement fusionner toutes ces agences, en faire une vraie force européenne qui puisse coordonner des gestions de crise comme on a vu. Ça, c'est les enseignements derrière de la crise qu'on devra tirer dans les prochaines semaines. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu t'es prononcé pour un renforcement d'un exécutif sanitaire au niveau européen, ce qui sera Oui, certainement une oui, conséquence. je pense que comme nous, on a eu stade 1, stade 2, stade 3, en tout cas, il y avait une prévision, on a un directeur général de la santé qui tous les soirs fait un point, etc. Je pense qu'il nous faut une forme de coordination, y compris de trouver des nouvelles supranationalités européennes sur ces sujets-là.
On voit bien que le virus touche de la même manière des Européens, qui soient tchèques, français ou espagnols. Et nos systèmes immunitaires ne sont pas terriblement différents face à la maladie. Donc, justement, à des difficultés communes, il faut des réponses communes. Et ça va être un gros chantier, en tout cas pour nous après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, dans les questions qui ont été tout de suite à l'ordre du jour politique, il y a la question des frontières. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans les commentaires là sur notre live qui concernent la question des frontières. Ça vaudrait peut-être le coup que tu en dises deux mots sur la stratégie européenne en matière de frontières, peut-être en déplacement intra-européen, et puis sur les frontières extérieures à l'espace Schengen. Quelle est la stratégie de l'Europe sur ce sujet-là et comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines? Bon, évidemment, aujourd'hui, les frontières sont fermées. Et j'ai fait l'expérience, moi, en allant à Bruxelles. Il y a le retour de la douane. Ça fait bizarre d'ailleurs parce que les Européens, on avait espèce d'habitude comme ça de traverser toutes les frontières sans jamais montrer un passeport. Là aujourd'hui, pour aller en Belgique, il faut montrer le passeport, faut justifier. Donc les frontières sont fermées. Et tout l'enjeu pour la Commission va être de coordonner la réouverture des frontières sans avoir à mettre en péril la santé des Européens, ou en tout cas de voir le virus se repropager dans un certain nombre d'États membres où il avait plutôt disparu, où il était en voie en tout cas de rémission. Donc, tout ça, ça va être très compliqué. Il y a des recommandations qui sont faites par la Commission, de rendre public auprès de la Commission le plan de déconfinement, et je crois que le gouvernement en France est en train de le préparer justement. Il sera également proposé à la Commission pour qu'elle puisse en informer déjà tous les États membres et puis surtout nos amis frontaliers européens. Et puis il y a des dates qui sont plus ou moins coordonnées pour l'instant. La Belgique déconfine le 4, la France le 11. À partir d'une semaine après, on envisagera la réouverture des frontières. On fera ça de manière progressive en fonction des enjeux sanitaires des uns et des autres. Mais il y a une forme de coordination qui se crée là au niveau européen. C'est fondamental parce que il faut à la fois protéger les citoyens d'un nouveau pic épidémique, hein, et en même temps pouvoir réouvrir l'espace Schengen le plus rapidement possible. Donc on est entre les deux. Et on ne prendra pas de risque pour le coup d'un point de vue sanitaire. Je crois que c'est ce qu'a dit von der Leyen la semaine dernière. Sur les frontières extérieures de l'Europe, Sur les frontières extérieures de l'Europe, elles restent fermées, elles resteront fermées évidemment. Et il faut s'attendre peut-être à une politique commune des pays européens sur les résidents qui viendraient en dehors des frontières européennes, c'est-à-dire potentiellement d'Amérique, d'Asie, avec peut-être une politique de confinement de ces personnes-là. Mais je préfère pas m'avancer sur le sujet parce que c'est encore en discussion, ça mais fait partie des c'est sujets. envisagé et ça Ouais. fait partie des sujets qui seront envisagés. Alors, en matière de politique commune, tant qu'on est sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, on voit qu'il y a des questions très centrales sur des questions démocratiques et d'état de droit. Tous les États n'ont pas eu la même attitude face à la situation. Nous-mêmes en France, pour le coup, moi je le faisais à l'Assemblée nationale française, on a voté un état d'urgence sanitaire, donc on a établi de façon provisoire dans notre droit un certain nombre de privations de liberté temporaires, contrôlées par le Parlement. On voit que les choses ont été moins simples dans certains États européens, je pense à la Hongrie notamment. Quel est le regard que tu portes là-dessus? Quels sont les moyens de pression qu'on a aussi pour faire respecter l'état de droit partout en Europe? On a quand même un gros enjeu en Europe, c'est de démontrer que nos démocraties sont capables de lutter aussi efficacement contre le virus que certains régimes totalitaires. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, l'enseignement ultime de la crise qui nous le dira. J'espère qu'on sera aussi efficace que ceux qui ont joué la carte plutôt autoritaire. Il y a toujours une tentation autoritaire dans une crise, qu'elle soit d'ailleurs diplomatique, militaire. Il y a toujours une tentation de vouloir contraindre plus que ce qu'il y en a de besoin. Aujourd'hui en Europe, on est confronté à quelques États membres, je pense notamment à la Hongrie, qui évidemment fait en sorte, presque, si je fais le parallèle avec la France, d'utiliser l'article 16, ça serait à peu près la même chose en France, hein. C'est-à-dire les pleins pouvoirs au gouvernement pour pouvoir gérer la crise sanitaire.
certains, dont moi, dont une grosse partie du mouvement et tous mes collègues européens pensent que c'est démesuré, qu'il faut faire très attention avec ces sujets-là. Donc, il y aura des résolutions au Parlement européen et je pense qu'il y a besoin de conditionnalité des aides à un moment donné. Si certains États membres vont trop loin, vous savez qu'on donne beaucoup d'aides structurelles, notamment à l'Est, hein, pour pouvoir avoir un rattrapage économique de certaines économies de l'Est avec les économies de l'Ouest pour homogénéiser le marché commun européen. Et ben, je pense qu'il faut aller jusqu'à là, c'est-à-dire conditionner à un moment donné les aides La qu'on leur donne, conditionnalité. Ouais. voilà, à l'état de droit et au respect de l'état de droit. Et je pense que ça sera une bonne chose qu'en sortie de crise, on puisse avoir une parole forte sur ce sujet-là. C'est aussi là, et tu as raison, c'est des sujets importants qu'on a portés dans la campagne d'ailleurs des Tout à européennes. fait. Et donc c'est maintenant qu'il faut qu'on puisse les mettre en œuvre, ces principes, et agir concrètement. Alors, tu parlais tout à l'heure du champ économique. L'Europe a bougé, a débloqué de l'argent concrètement pour accompagner les États et a aussi pris des mesures pour assouplir aussi les règles européennes. Est-ce que tu peux expliquer à quelques questions là-dessus de nos internautes, un peu comment les choses ont fonctionné sur ce sujet-là? Bah, c'est lié au plan de sauvegarde de l'économie. C'est-à-dire que tous les plans de sauvegarde de l'économie, comme je le disais, coûtent cher. Et évidemment, on met à mal nos finances publiques dans ce moment-là. Alors c'est essentiel pour justement pas détruire la valeur de nos entreprises. On mettrait tellement de temps à reconstruire des entreprises et à remonter des entreprises que l'arbitrage a été fait en France et partout en Europe de les sauvegarder le temps de la crise. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que cet argent qui est dépensé, c'est pas de l'argent qui est dépensé pour rien, mais c'est vraiment sur le long terme pour garder notre vitalité industrielle et d'entreprise. Donc, il y a eu des réponses de la Commission là-dessus. Donc, on a fait sauter les 3%, ces fameuses règles budgétaires qui, normalement, interdisent aux États membres d'aller au-delà d'un certain déficit. C'est une bonne chose. Par contre, le deuxième point, et le pendant de ça, ça sera d'avoir un plan de relance économique à la hauteur. Et ça Bien va sûr. être la troisième partie après le plan de sauvegarde, le plan de relance. Bien sûr. Et alors ça nous amène justement à ce qui a été pour toi l'enjeu la semaine dernière au Parlement européen, parce que le Parlement a voté une résolution de façon unanime ou quasi unanime, mais tu vas nous dire ça, justement pour que les Européens fassent face ensemble aux grands enjeux qui sont devant nous. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu les contours et quels sont les enjeux pour la suite pour que ce que vous avez fait au Parlement puisse continuer à avancer sur la scène européenne? Bah, l'enjeu, il était très fort au Parlement parce que vous voyez bien que ça bloquait au niveau des chefs d'État et de gouvernement. On a tous vu dans les médias et dans les commentaires que un certain nombre de pays bloquaient sur le volet euh, solidarité, euh, mutualisation des dettes. Tout ça, c'était un grand débat européen. Et donc, le Parlement avait une responsabilité, c'était de se mettre d'accord sur une forme de majorité politique sur un plan de relance économique. On a trouvé une majorité politique. Malheureusement, nos oppositions en France n'ont pas suivi leur groupe politique au Parlement européen pour la plupart, et soit se sont abstenus, soit ont voté contre, contrairement d'ailleurs à leurs partenaires européens. Mais c'est le jeu politique français et ça nous montre aussi quelque chose sur l'ambiance aussi politique en France, où nos collègues européens font plus de politique nationale que de politique européenne, malheureusement. Et donc on a voté le principe ce qu'on appelle des recovery bonds, qui est en réalité un endettement de la Commission européenne. Ça sera une mesure historique parce que ça acte pour la première fois que l'Union européenne peut s'endetter par elle-même. Aujourd'hui, c'était les États membres qui s'endettaient. Mais l'Union européenne avait un budget, c'était 1% du PIB européen, mais ce budget, il était donné par les États membres sous forme de dotation. Là, on a acté le principe de pouvoir endetter l'Union européenne, donc endetter la Commission européenne, qui lèvera sur le marché des obligations qui nous permettront de payer le plan économique de relance et d'aller abonder à la fois les budgets nationaux pour éviter que les États soient en déficit et en même temps faire des grands plans d'investissement. Et là, on compte beaucoup sur les grands plans d'investissement parce que ça sera aussi une manière d'aller plus loin sur le Green Deal, sur notre Bien sûr. transition écologique, etc. Et donc, c'était fondamental parce que le jeudi prochain,
enfin ce jeudi-là d'ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement se rejoignent pour mandater la Commission européenne. On va voir si la présidente de la Commission arrive à avoir ce mandat-là sur les recovery bonds. Mais en tout cas, le Parlement européen a fait le job. Et pour le coup, on était assez fiers de cette résolution. Mes collègues de tous les groupes, puisque la droite conservatrice a voté ce plan, y compris les Allemands. Les socialistes ont voté ce plan. Et Renew, notre groupe politique, a voté ce plan également, avec une grosse abstention, voire un vote contre de la part des Verts français, qui est un peu inexplicable dans la situation qu'on vit. Oui, c'est vrai que nous aussi on était fiers parce que vous avez été à la manœuvre, Renew, et je pense qu'on peut dire que ce qu'on avait d'ailleurs promis pendant la campagne européenne, c'est-à-dire de vraiment peser au Parlement européen, d'avoir un groupe qui est totalement central, qui fait aussi basculer les votes. Ben là, dans un moment historique comme celui-là, on a vu à quel point il était à l'œuvre et à quel point, d'une certaine façon, le vote efficace il y a un an, c'était le vote Renew. Ce que tu disais sur notamment les parlementaires de droite ou les Verts, qui n'ont absolument pas été au rendez-vous, à rebours même des autres formations politiques. Donc c'est très important. Alors, tu disais deux peut-être enjeux. Un, pour être très clair sur ceux qui nous écoutent, la dette qui serait contractée, c'est une dette future. Il ne s'agit pas de mutualiser les dettes du passé. On est bien d'accord avec ça? Ouais, c'était un gros débat qu'il y avait justement, et c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage de la part des Pays-Bas et notamment des Allemands. Et donc, pour que les gens comprennent bien, les Pays-Bas doivent payer leur emprunt à moins de 0,3% de leur emprunt. Les Italiens, beaucoup plus, évidemment, parce qu'ils ont peut-être des finances publiques un peu moins assainies. Et donc, il y a un blocage d'un certain nombre de pays qui ne veulent pas faire la moitié, qui ne veulent pas harmoniser ce remboursement des emprunts parce que du coup, ils paieraient plus. Pour éviter ça, on a dit qu'on allait s'endetter sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on va gager l'emprunt sur les marchés, sur le budget européen, et on va lever 500 milliards, 1000 milliards peut-être, on verra bien ce qu'il en ressort, pour justement aider tous les pays qui en ont besoin pour la reprise économique. Ça, c'est historique en réalité si on y arrive. Évidemment, la France et le président de la République sont en pointe sur ce sujet-là. Il reste encore à convaincre des États membres. Ce n'est pas encore définitif, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi près de l'objectif. Voilà. C'est un peu mon sentiment après la réunion du Parlement européen et la plénière du Parlement européen de la semaine dernière. Ouais. Donc le travail a été très bien préparé au Parlement et le Conseil de jeudi est totalement décisif. Évidemment, on peut compter sur l'action du président, mais il va falloir emmener fort. Ce qui pose d'ailleurs des questions parce que tu mentionnais les jeux un peu nationaux qu'il peut y avoir derrière ces questions-là, notamment la position des Allemands, des Néerlandais, qui ont historiquement des positions assez orthodoxes vis-à-vis de ces questions. Mais ce sont des nationalités qui sont aussi représentées dans la famille Renew. Pour autant, vous avez réussi à trouver des positions communes. Comment ça marche? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces enjeux-là à l'intérieur du groupe Renew? Ouais. C'est vrai que c'est un autre monde que la politique française. Et tout le monde a un intérêt à trouver un accord et un compromis au niveau européen. Et quand vous rentrez dans une discussion, vous savez que vous n'êtes pas majoritaire par définition et qu'il faut comprendre le problème de l'autre pour pouvoir trouver une solution commune. Et c'est ce qu'on a fait un peu avec, notamment, au sein de notre famille politique. On a, y compris, le parti majoritaire de Rutte, qui est le Premier ministre néerlandais, des Pays-Bas, qui est aussi membre de cette famille politique. Et c'est ce qu'on a fait avec eux. Beaucoup de discussions, beaucoup de convictions. Regardez aussi la contrainte des opinions publiques là-bas, puisque eux-mêmes sont sous pression de leurs opinions publiques. Et donc, comprendre les enjeux aussi politiques qui, eux, vivent pour pouvoir avoir une réponse commune et trouver un compromis satisfaisant pour tout le monde. C'est un peu la démarche dans laquelle on est en Europe. Alors, évidemment, on n'a jamais tout, mais en même temps, il faut regarder, on n'a jamais rien non plus. Donc, c'est ça aussi la démarche du consensus européen. Et donc, c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on a avancé ces dernières semaines. Alors, il y a des questions d'internautes un peu sur ces sujets-là. Isabelle qui nous demande notamment que la prochaine présidence du Conseil sera allemande, après une présidence croate. Si je ne dis pas de bêtises, ça va changer les choses.
ou les rapports de force? Pas forcément. Non, pas forcément, puisque la présidence, notamment, en tout cas, fait une proposition d'ordre du jour en réalité, et notamment va être déterminante dans les textes que le Parlement européen va devoir voter, puisque c'est elle qui détermine les priorités dans lesquelles le Parlement va s'exprimer. Donc la présidence a son importance, par contre elle a moins d'importance sur le fond, puisque Hmm. en réalité elle a pas plus, la présidence allemande n'a pas plus de voix quand elle préside que quand elle est membre. Donc une importance à se mettre d'accord sur les priorités avec les Allemands, plus que maintenant, mais pas de rapport de force différent. D'accord. Alors, je veux pas te faire parler trop longtemps de toutes les instances européennes parce qu'on pourrait y passer du temps, c'est passionnant, mais on perd vite ceux qui nous Oui, écoutent. Peut-être une question sur l'après, justement. Tu nous parlais à l'instant bah, des instruments financiers qui vont être utilisés, et je l'espère, qu'ils pourront être mutualisés pour investir. Qu'est-ce que ça doit quand même changer pour l'Europe, pour l'après? On est dans un moment d'histoire pour tous nos pays avec des changements très profonds. Toi, à l'échelle européenne, qu'est-ce que tu vois comme grands enjeux pour demain? bon, d'abord, il va falloir être ambitieux et imaginatif dans l'après, hein, parce que les opinions publiques, notamment italiennes, ont très mal vécu cette séquence et la perception de certains peuples européens et que l'Europe n'a pas été au rendez-vous. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, ça sera le cas. Et le risque, c'est que le front anti-européen se renforce en Europe. Et le jour où les Italiens quitteraient l'Europe comme les Anglais l'ont fait, on serait dans des très grosses difficultés. Donc c'est un sujet qui est aussi politique, qui n'est pas que fonctionnel, organisationnel, matériel. C'est aussi un sujet politique il faut peut-être passer d'une Europe qui est d'abord ce que disait un peu le président de la République, hein, une Europe qui est encore trop diplomatique à un espace politique. Il faut assumer la contradiction, assumer le fait qu'on puisse amener du débat politique en Europe, assumer aussi du coup les désaccords. Aujourd'hui, à chaque fois que la France et l'Allemagne ne sont pas totalement d'accord, on vit ça comme une crise diplomatique. Alors que quand des oppositions et une majorité ou des partenaires de coalition sont en désaccord sur un certain nombre de points dans un certain nombre de gouvernements, on dit que c'est la vie démocratique. Je pense qu'il faut assumer une part de conflictualité positive dans notre débat futur, être imaginatif sur le projet européen. Il faut beaucoup plus développer la culture, notre souveraineté alimentaire. La PAC sera important pour les Français dans les prochains mois. Et puis, aller plus loin dans un degré d'intégration européenne qui nous protégera aussi, parce que je pense que c'était ça aussi l'objet de notre campagne électorale dernière au niveau européen. C'était l'Europe qui protège. Et pour montrer et pour prouver aux citoyens que l'Europe protège, eh ben, il nous manque encore un certain nombre de dispositifs pour les Hmm. protéger réellement. Et donc ça, il va falloir avancer sur l'environnement, sur la défense, puisque la prochaine crise peut être aussi une crise militaire. On n'en sait rien aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs, on n'imaginait pas du tout d'avoir cette crise sanitaire il y a quelques mois. Donc on peut avoir d'autres crises, d'autres types de crises. Et il faut qu'on se prépare et qu'on se prépare au niveau européen pour pas non plus avoir à faire face aux mêmes critiques qu'on a eu à faire face aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et, et avec la question de la souveraineté qui est beaucoup dans le débat qu'on voit aujourd'hui avec une bataille, je dirais, à mort entre nationalistes, progressistes sur ce sujet-là, avec une bataille y compris idéologique sur ce qu'on met derrière le mot de souveraineté, repli sur les frontières pour les uns, ou une vraie souveraineté européenne, qui est l'idée que nous, on porte avec le président depuis évidemment longtemps. Ce sera un des enjeux pour la suite. Gros enjeu, parce qu'il y a une forme de contradiction totale à penser que les réponses ne peuvent être que nationales à un sujet qui est mondialisé. Et donc, on aura besoin évidemment d'aller vers plus de réponses collectives au niveau européen, et on a besoin de créer un modèle européen. C'est un peu l'échec du modèle sino-américain, en quelque sorte, la réponse à la crise, quand on regarde bien les choses. Du côté asiatique, on voit bien les difficultés dans lesquelles nous, on a eu à se préparer avec des informations potentiellement qui nous ont manqué. Du côté américain, on voit bien le retard au démarrage et avec un modèle de santé où les gens qui sont en réanimation vont devoir payer toute leur vie pour être passés en réanimation parce qu'ils n'avaient pas de modèle social adapté. Donc ces deux modèles,
sont pas les modèles qu'on doit caler et copier dans la crise. Le vrai modèle, il est européen, on doit être fier de ce modèle et on doit l'enrichir. Et on doit trouver des réponses collectives. Penser, encore une fois, que les réponses doivent être nationales et se recroqueviller sur nous-mêmes, je pense que c'est une erreur fondamentale. Et j'espère que pour le coup, les Français et les Européens ne tomberont pas dans le piège, parce que c'est aussi ça qu'on regarde de l'autre côté, ceux qui veulent du mal à l'Europe, qui n'ont pas intérêt à ce qu'on se mette d'accord, que l'Europe soit forte, ont aussi intérêt qu'on se divise sur cette question-là. Bien Donc il sûr, faudra un large consensus politique pour bien dire sûr. qu'on va de l'avant. Et peut-être qu'on peut conclure là-dessus parce que notre engagement est de faire des lives d'à Ouais, peu faut près une rester demi-heure. court. On pourrait passer l'après-midi ensemble, mais sur aussi, on voit les stratégies de ceux qui veulent du mal au multilatéralisme et à ces réponses-là. C'est notamment la réponse américaine face aux déficiences de la gouvernance mondiale, de la coopération mondiale. On voit ce qui s'est passé avec l'OMS encore il y a quelques jours et la réponse américaine qui est de quitter et de retirer les fonds à l'OMS, qui est évidemment aussi la bataille qu'on va avoir à mener dans les années qui viennent. Exactement. Et puis, autant on peut peut-être être d'accord avec le constat de Donald Trump en disant que Mm. l'OMS a failli. Peut-être. On peut trouver des éléments. Mais en tout cas, la réponse ne peut pas être de se désengager. La réponse doit être justement de trouver éventuellement de nouvelles supranationalités qui permettent à l'OMS d'aller sur place, d'investiguer, de donner des vrais chiffres, y compris donner des éléments de préparation à une épidémie, à des États qui ne sont pas encore touchés. Donc tout ça, il faut l'organiser. Et c'est le faux débat sur lequel il ne faut pas tomber entre souveraineté et mondialisation. Pas la mondialisation qui est en cause. Par contre, il nous faut une autre forme de souveraineté, justement, qui porte ces enjeux au niveau mondial. C'est la mondialisation subie, d'une certaine façon, contre laquelle il nous faut lutter. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on a pu répondre au maximum de questions sur les grands enjeux et puis aussi les points assez concrets qui se posent. Demain, je recevrai Cédric O pour parler des outils numériques qui ont fait largement débat en France et qui sont aussi un sujet européen parce que nos voisins travaillent sur ces sujets-là et donc on pourra en débattre avec lui. Et puis jeudi, on reparle d'Europe avec Chrysoula Zakharopoulou, donc qui est une de tes collègues Médecin. eurodéputé et médecin. Et c'est aussi à ce titre-là que je voulais qu'on puisse échanger Et avec médecin dans Chrysoula. un hôpital militaire, en plus, en France, Exactement. et grec, et ayant toujours vécu en Italie. Donc, elle coche beaucoup de cases, et vous pourrez l'interpeller sur plein de sujets, je pense. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Bonsoir à tous et continuez à prendre soin de vous, à rester chez vous et à respecter les règles. À bientôt. Restez chez vous.